Bonsoir, c'est Soyons Zen sur Mixte Liège. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec mon invité ce soir, Fabien Bastianelli. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Alors Fabien Bastianelli qui est présent pour nous parler du shiatsu et de la méditation. Alors Fabien, avant d'aborder ces deux sujets, on va un petit peu parler de toi si tu es d'accord. Bien sûr. Voilà, moi je me rappelle de toi il y a quelques années quand tu m'as dit j'arrête tout et je me lance dans ce que j'aime. Ouais, il y a un peu plus de 10 ans, tout ça. Eh oui, déjà. Nourri d'une réflexion notamment par rapport aux enfants. Oui. Donc quand on a des enfants, je pense qu'on doit être l'exemple qu'on donne aux enfants. Oui, tout à fait. Et voilà, ça a été plus qu'une réflexion, ça a été un passage à l'acte où je me suis lancé en indépendant total il y a 6 ans. Passer à l'acte, c'est une chose, mais ça veut dire qu'il y avait des rêves qui étaient là latents depuis très longtemps. Je pense qu'on a tous des rêves latents. Oui. Mais comment on fait pour les laisser émerger et les affronter? Pas seulement les les réaliser rêves, surtout. Ouais, mais affronter nos peurs aussi qui empêchent qu'on réalise ses rêves. Oui, Qui nous ces sacrées peurs. Ah, c'est sacrée peur. Elles ont quand même un sacré pouvoir, ces peurs. Oui, mais dans tous les sens, elles nous protègent. Elles nous protègent d'un certain sens, mais elles nous bloquent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elles nous protègent, c'est gentil, merci à elles, bien sûr. Mais voilà, il faut quand même un moment donné pouvoir leur dire oh les cocottes, au revoir. Moi, je vous laisse un petit peu sur le côté. Je vais poursuivre ma route, ou du moins prendre enfin la bonne route, celle qui me convient. Ouais, je sais pas s'il faut leur dire au revoir. Il faut les écouter parce qu'elles sont là pour quelque chose. Elles sont là C'est un garde-fou, tu penses? Ouais. Ouais. Mais il faut pas les laisser prendre la place. Et alors, pour ne pas les laisser prendre la place, il faut sortir de sa zone de confort. Ah, c'est le plus difficile, évidemment. La zone de confort, attends, on est dans notre petit truc, là, rien ne peut arriver. Et puis, pof, tu nous dis, il faut sortir de sa zone de confort. Bon, ceci dit, il y a qu'à, bah tiens donc, il y a qu'à sortir de sa zone de confort. Ceci dit, toi, tu en es sorti de ta zone de confort parce que depuis très très longtemps, tu étais un passionné. Tout ce qui était proche du bouddhisme et autres te passionnait, c'est ça? Enfant, déjà, je me souviens que j'avais une propension à l'Asie. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon père avait une bibliothèque asiatique qui expliquait le bouddhisme, qui expliquait la méditation, les arts médicaux asiatiques. Et je devais avoir 13-14 ans. Un jour, je lui ai posé la question en disant « Tiens, ça veut dire quoi ce bouquin? C'est quoi ce titre de ce bouquin ?» Et il m'a dit « Tu lis d'abord, puis tu poses des questions. » Donc j'ai laissé même Bob Moran sur le côté, j'ai commencé à lire et je lisais ça comme des romans d'aventure. Et puis c'est seulement des années après, je devais avoir 19-20 ans, je me suis rendu compte que pas très loin de chez moi, il y avait l'Institut tibétain, pas très loin de chez moi, juste à côté de Huy. Et j'ai voulu passer de la théorie à la pratique. Il y avait à l'époque le Lama Karta qui dirigeait le centre. J'ai appris à méditer à ce moment-là. Et voilà. Ça veut dire que si ton papa avait une bibliothèque avec des livres qui traitaient justement de l'Asie, de la médecine, etc., il s'y intéressait lui aussi déjà? Oui, c'était un intérêt intellectuel. Tu en entendais parler aussi? Alors, pas vraiment entendre parler, il s'y intéressait comme un intérêt intellectuel. D'accord. Comme un livre exotique peut-être. C'est une question que je n'ai jamais vraiment posée, mais il a un penchant pour l'Asie, c'est clair. Et pour les arts médicinaux alternatifs. Donc il y avait des bouquins d'alchimie par exemple. Ah oui. Voilà. Et donc ça a été l'occasion de lire, de partager nos lectures, et puis aussi et surtout de pratiquer, parce qu'il ne faut pas que ça reste une connaissance. Connaissance, c'est dans la tête. Après, il faut que ça soit de l'expérience. Aussi, et puis pouvoir partager. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, la méditation, ta première rencontre, donc, c'était dans ce centre tibétain. Oui. Ah oui. Comment on peut partir comme ça dans la méditation? Parce que c'est pas quelque chose... On en parle tous, c'est très à la mode pour l'instant d'ailleurs, la méditation. On en parle tous, on dit oui, je vais méditer, mais il y a méditation et méditation, bien sûr. Oui, et surtout qu'à l'époque, la méditation était quand même fort reclus dans des milieux bouddhistes. Oui. Donc dans des temples, dans des monastères.
C'était très, très bouddhiste. Maintenant, depuis quelques années, il y a une ouverture. On connaît la pleine conscience, on connaît Heartfulness. L'ouverture est aussi positive que négative. C'est que, comme tu dis, il y a une méditation et méditation. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent animateurs de méditation et qui n'ont pas forcément fait de la méditation, mais qui ont envie de pratiquer, qui ont envie de partager. Donc, je pense que c'est bien aussi l'envie de partager. La seule chance que j'ai eue, moi, c'est de tomber sur le Lama Karta, qui a été le bras droit du Dalai Lama. Ça, je m'en suis rendu compte bien des années après. Et j'ai été initié à l'époque, donc il y a longtemps quand même, il y a 26 ans, à la méditation tibétaine, qui était assez connotée bouddhiste. Donc le bouddhisme tibétain est assez... il y a des codes religieux quand même. Il y a quand même certains codes, mais ça m'a donné un accès à une iconographie, à une autre compréhension, une compréhension qui ne passe pas par nos codes d'éducation. Donc c'est une autre forme d'éducation. Donc j'ai appris beaucoup. Mais justement, la méditation en tant que telle, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, ok, la méditation, c'est me mettre dans un divan ou me mettre dans la position du lotus et faire Aum. Ce n'est pas que ça. Ah non, la méditation, c'est pas ça. C'est pas uniquement s'asseoir et attendre que ça passe. Ça peut faire partie de ça. Mais la méditation, c'est se retrouver. Mais on peut trouver la méditation en courant. J'ai fait beaucoup de courses à pied aussi. Et on peut courir en méditant. On peut travailler en méditant, on peut faire à manger en méditant. C'est-à-dire qu'on est totalement absorbé à ce qu'on est en train de faire. Ici et maintenant. Voilà, absorbé dans ce qu'on fait. On n'est pas en train de réfléchir à sa liste de courses. Là, par exemple, on est totalement absorbé à ce qu'on fait, à l'émission radio. Et on n'est pas en train de préparer notre liste de courses et à parler comme ça, comme une espèce de ping-pong de singe qui ne s'écoute pas. Exactement. Voilà, c'est ça la méditation. Bah, ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie. Et puis il y a tout l'aspect philosophique et réflexif. C'est se poser des questions. J'aime bien me poser des questions. Quel genre de questions? Qui suis-je? Qu'est-ce que je viens faire ici? Bah oui, mais ça aussi, tout le monde se pose. Mais ça gratte, est-ce qu'on trouve des fragments de réponses, mais la réponse finale, on la trouve jamais? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est le chemin. Oui, c'est avancer. Mais voilà, et puis c'est avancer vers soi. Et c'est à tâtonnement. Et en allant chercher, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quels sont mes rêves? Et puis réaliser ses rêves, c'est créer une expérience. Et créer une expérience, c'est aller à sa rencontre un petit peu. Et puis on peut se rendre compte qu'on s'est planté. C'est bien, parce qu'on sait qu'on c'est pas notre chemin. On s'est planté, c'est bien, c'est une bonne expérience. Oui, on dit toujours, si tu t'es planté, c'est que ça va te servir à quelque chose. Oui, exactement. Donc il faut surtout pas s'enfermer. Donc il faut enfin comprendre que les choses négatives, enfin qu'on pense négatives, qui nous arrivent dans la vie, c'est parce qu'elles nous ouvrent aussi la porte sur quelque chose d'autre. Bien sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis sur les émotions ou les expériences négatives. Objectivement, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif. Mais d'une expérience, d'une personne à l'autre, on va dire, ça met positif ou ça met négatif. Mais ça dépend des personnes, ça dépend des cultures, ça dépend de plein de choses. Mais rien n'est positif, rien n'est négatif en soi. C'est nous qui décrétons que. Oui, exactement. Mais comment on fait d'une expérience qu'on considère comme négative, qu'est-ce qu'on en tire comme positif? Est-ce qu'on se tape la tête au mur ou bien est-ce qu'on prend un peu de recul et qu'on voit que la porte elle est à côté du mur qu'on est en train de taper dedans? Ouais, c'est pas faux. Ceci dit, toi, la méditation, ça t'a amené aussi, ou en tout cas tes lectures t'ont amené petit à petit vers le shiatsu. Voilà, ça a été un chemin, donc méditation, pour un peu expliquer le chemin du bouddhisme tibétain, j'en suis arrivé à la méditation zen, très, très japonaise, et aussi à l'aïkido. Et c'est mon prof d'aïkido, parce que je posais beaucoup de questions sur la philosophie de la pratique. Un jour, il m'a dit, écoute, lis un bouquin de shiatsu et puis laisse-moi un peu tranquille. Bon, plus ou moins comme ça. Un peu comme ton papa avait fait. Exactement. Et donc j'ai lu un bouquin de shiatsu, j'ai rien compris, mais ça m'a titillé, ça m'a excité. Justement, le fait de ne rien comprendre, non, ça c'est pas possible, quoi. Mais la compréhension, elle était pas intellectuellement, elle m'était pas accessible. Et on me disait à ce moment-là que j'avais de bonnes mains. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et de fil en aiguille, à l'époque, il y avait une école à Gand. Donc j'ai téléphoné, pas à Gand, à Anvers.
Donc j'ai téléphoné à Anvers pour être accepté comme élève. Et la secrétaire m'a dit, mais vous savez, c'est à 150 km de chez vous. Et je lui dis, bah oui, mais la Belgique, c'est tout petit. Donc elle m'a dit, oui, bon, ok, mais les cours se donnent en flamand. Je dis, bah super, je paye des cours de shiatsu, et en plus d'apprendre le shiatsu, j'apprends le flamand. Donc en bon petit wallon, en fait. moi, ça marche. Et puis alors, quelques semaines après, elle m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un très très bon prof, un japonais, sur Bruxelles, Kawada Sensei. J'ai eu son numéro de téléphone. Il m'a accepté comme élève et ça a été un chemin de 11 années à ses côtés. 11 ans, ouais. 11 ans. Et donc, cette formation à Anvers, évidemment, est tombée à l'eau, hein, puisque tu as pu. Et comment, quand on se retrouve face à ce maître, alors que c'était pas prévu, donc tu as osé. En fait, si je comprends bien le cheminement, tu as osé te dire, je vais m'inscrire à un cours de shiatsu à Anvers, à 150 bornes de chez moi. Tant pis, c'est en flamand, j'y vais. Donc, en fait, tu as ouvert une porte. Cette porte qui n'était peut-être pas celle vers laquelle tu devais aller, mais qui t'a amené la bonne. Oui, mais c'est... Qui t'a ouvert la bonne. Je pense que... Tu suis, Oui, je suis ton raisonnement, mais je pense qu'on est tous soumis à cette loi-là. Il y a quelque chose qui nous pousse, ça s'appelle la vie. Mais les éducations qu'on reçoit nous font regarder dans le mauvais sens. Ouais. Donc parfois la vie nous pousse dans un sens et les éducations ou les diplômes qu'on a nous font regarder dans un mauvais sens et puis on se tape la tête au mur encore une fois. Ouais. Donc là, le gros déclencheur, ça a été le décès de ma mère aussi, me dire maintenant comment je me recentre. Et quand j'ai eu ce numéro de téléphone de ce maître japonais, et même pour Anvers, c'était pas très loin Anvers. J'ai l'habitude de voyager et 150 km, c'est vraiment tout petit. Pas bien du tout. Ouais. Et j'en avais envie. Je sentais que c'était une partie de mon chemin. Et je me suis dit, même si c'est une toute petite partie, eh ben on va le faire. Voilà, je le sentais. J'ai l'impression que c'était quelque chose de très très fort, très enraciné au fond de moi, comme un appel profond, quoi. Hein. Oui, ah oui. Mais ceci dit, tu n'avais rien compris à ton bouquin que tu avais lu. Non. Alors quand tu t'es retrouvé face à ce maître Alors là, quand je me suis retrouvé face à Kawada, ça a été totalement autre chose parce qu'on n'était plus sur de la théorie. Et très très vite, on s'est retrouvé, il y avait 16 inscrits. Et puis en quelques semaines, on s'est retrouvé à 4. Et donc il nous a dit, écoutez, à 4, bon, je perds pas vraiment d'argent, mais j'ai pas envie de perdre mon temps, donc je vais le faire à ma façon. Et donc on a dit oui. Et donc il nous l'a fait à la japonaise pendant une année. Il ne parlait pas beaucoup, il expliquait pas grand-chose, mais on pratiquait. On pratiquait beaucoup, beaucoup. Important, non ? Exactement. Et donc on a, il m'a confronté quelque part au toucher. Parce qu'on n'est pas bien éduqué dans notre société à toucher et à recevoir un toucher. Non. Et donc, j'ai appris à toucher, j'ai appris à être touché. Il faut savoir que le shiatsu se fait sur des vêtements. Ça, on expliquera ça après. Oui, bien sûr. Et il m'a fait me retrouver quelque part. Parce que quand on est touché, on réintègre son schéma corporel. On se retrouve, conscience de qui on est. Exactement. Et donc, petit à petit, ça a été par cette expérience de toucher, de me faire toucher ou de toucher quelqu'un d'autre, je me suis recentré. Je pense que c'est un recentrage. C'est vrai que c'est difficile de autant se faire toucher que de toucher quelqu'un. C'est toucher l'intimité de quelqu'un et c'est quelqu'un qui touche notre intimité. Et comme tu dis, c'est vrai que l'éducation fait que... non, c'est juste pas possible. Oui, mais on a besoin de ça. Les bébés ont besoin qu'on les touche et en grandissant, on a toujours ce besoin. On reste un bébé au fond de soi. Hein. Ah bah, il y a toujours notre enfant intérieur déjà aussi. Et donc là, c'est la pratique qui s'est passée. Donc un peu de théorie quand même à la base, mais c'est vrai que finalement procéder à la manière d'un vrai, je dirais. Voilà, lui, il a dit, je vais faire à ma manière, je vais faire, c'est à sa manière en vrai japonais. Voilà, c'est vraiment la base la plus pure que vous pouviez recevoir finalement. Mais je pense que n'importe quel apprentissage, n'importe quel enseignement doit passer par de la pratique. Ça ne doit pas passer par le cerveau, mais ça doit passer par la pratique. Un minimum peut-être le cerveau pour comprendre. Ouais, un petit peu, mais pas dans un premier temps. Donc si on lit un traité de natation, c'est pas parce qu'on lit et qu'on est docteur en natation qu'on sait ce que c'est que de sauter dans l'eau. Mais c'est un peu l'exemple que je donne à mes élèves, parce que je donne cours maintenant. Je leur dis, le shiatsu, si vous voulez apprendre ce que c'est, certains éléments de la pratique, la méditation, on sait par la pratique que ça va. Oui, on peut avoir des techniciens du crawl,
tant qu'ils n'ont pas sauté dans la piscine, ils ne connaissent pas les mouvements et la sensation de l'eau. Voilà. C'est pareil. Ils peuvent être techniciens et puis ne même pas savoir le faire un seul mouvement dans le fond. Exactement. Ça, exactement. Alors le shiatsu, donc tu as dit, c'est le toucher. C'est quoi exactement? Alors, shiatsu, c'est une pratique thérapeutique japonaise. Littéralement, shiatsu, ça veut dire pression des doigts. Comment expliciter ça? Ce serait comme de l'acupuncture sans les aiguilles. Ah oui. Donc, travaille sur des points d'acupuncture, sur la même théorie que les méridiens d'acupuncture. Donc, on travaille sur le corps, il y a une base de massage, une sorte de massage, de mobilisation des membres, et puis un travail sur certains points d'acupuncture. Ça se fait directement sur les vêtements, donc pas besoin de se déshabiller. Donc, dans notre société, les Japonais sont prudes, d'une certaine manière, et dans notre société, c'est aussi agréable, je pense, de ne pas devoir se déshabiller. Donc, ça rassure certaines personnes. Tout à fait. Voilà, donc littéralement c'est ça, on pousse, on masse, on malaxe certaines zones du corps. Pour y activer des énergies ou... Alors des énergies, oui, alors je suis prudent avec le terme énergie parce que c'est parfois très très mal utilisé. Donc quand j'ai commencé à pratiquer, à me lancer il y a un peu plus de 15 ans, le terme énergie, il y avait des gens qui disaient je vais rééquilibrer vos énergies, il y avait tout et n'importe quoi. Alors, faut savoir que le terme, le kenji, qui est traduit par énergie, il n'y a pas de mot, je pense pas en tout cas, j'ai jamais trouvé un mot francophone qui explicite le mot énergie, mais ce mot énergie asiatique vient de deux notions. La notion du grain de riz qui a grandi et maturé pendant toute une année, et qui retrouve son potentiel germinatif. Et l'autre côté, c'est la vapeur d'eau, c'est le nuage. Donc la vapeur d'eau qui va permettre à ce grain de riz, ce potentiel germinatif, d'être assimilé par le corps, d'être digestible. Et donc ça c'est l'énergie. Ça veut dire que l'énergie, c'est on mange du riz et on a un corps à 37 degrés. Donc on peut dire c'est magique ou c'est énergétique. C'est énergétique. Mais voilà, l'essence a un potentiel énergétique, l'électricité, ça a un potentiel énergétique. On reste à 37 degrés, c'est énergétique. Donc dans ce cas-là, oui, on aide à faire circuler les énergies. Parce qu'on va débloquer des muscles, on va débloquer des nerfs, on va libérer des articulations. On va sentir que certaines zones vont devenir plus chaudes, plus froides. Ouais, ça circule. Parce que le sang circule et donc l'énergie circule. Tout à fait. Ceci dit, puisque tu dis que ça reprend un petit peu tout le chemin de l'acupuncture chinoise, il faut quand même avoir une connaissance du corps relativement parfaite. Empirique. Donc Kawada nous a offert ça. Donc toucher le corps la première année, et puis à partir de la seconde année, on a appris tout ce qui était théorie des méridiens, des points d'acupuncture. Mais chaque fois, la théorie n'est pas séparée de la pratique. Parce qu'on voit la théorie et on l'applique tout de suite sur un corps. Donc il y a cette évolution que j'ai eue, parce qu'en tout, c'est 3 ans de formation officielle, et je suis resté 11 ans avec. Mais oui, c'est ça. J'allais dire 11 ans, et pendant 11 ans, ça veut dire quoi, puisque normalement c'est 3? Alors ça veut dire quoi? Après 3 ans, j'en avais pas assez. J'avais l'impression de commencer seulement une initiation. Ah bon? Donc je lui ai demandé plus, on a été 2 à lui demander plus. On allait au stage, parce qu'il avait des stages avancés, et puis il nous a pris comme assistant. Et donc là, j'ai recommencé ma première année. Et recommencer la première année comme assistant, je pense que je l'ai fait 5 ou 6 fois la première année. J'ai revu chaque année des nouvelles choses, des nouvelles choses qui étaient les bases. Oui, tout à fait. Chaque fois, les années précédentes. Ouais. Et donc, voilà, ça a été une pratique... c'est très asiatique, ça, d'apprendre par le regard. On regarde un maître faire, et puis seulement après, on va pouvoir pratiquer. Les maîtres sushis, c'est la même chose. Avant de pouvoir commencer à faire des sushis, on regarde pendant 3 ans. Et puis peut-être on va pouvoir commencer à fabriquer un sushi. Voilà. Et ça, c'est très, très asiatique. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir accompagner un maître, de le voir, de pouvoir, moi, l'enseigner, le shiatsu, et d'apprendre le corps. Donc, effectivement, la théorie de la médecine chinoise, elle a été utilisée au Japon depuis, je pense que c'est le 7 ou 8e siècle qu'ils ont découvert ça. Elle a été réadaptée aux standards japonais, et la théorie et la pratique ne sont pas séparées. D'accord. Donc, en fait, le shiatsu, c'est une sorte de médecine. Là-bas, c'est utilisé de manière thérapeutique.
Si je devais arriver à le lier à quelque chose ici chez nous, on pourrait être un peu vers l'ostéopathie, mais on ne craque pas. La différence, on est complémentaire. En tant que thérapeute, on est complémentaire aux ostéos, mais nous, on ne craque pas. Donc, on va travailler le corps un peu différemment. Donc, si on a envie, je pense que les auditeurs, ils ont envie de savoir comment ça se passe, peut-être une séance. Bien sûr, j'allais te poser la question. Ah bah oui. Tiens donc, attends, tu n'allais pas y couper non plus. Ouais, mais moi, je commence toujours par ce qu'on appelle la palpation du ventre. Donc, je ressens le ventre, donc ça me donne une idée de comment le corps fonctionne, comment les organes fonctionnent, s'il y a des tensions à certains endroits. Et je me permets de t'interrompre quand même 30 secondes, Fabien. Tu dis tu palpes le corps, ça c'est une chose, mais ça veut dire que la personne arrive, elle ne te dit rien, ou elle te dit quand même, voilà, je viens pour un tel problème. Voilà, il y a souvent une anamnèse. Oui, il y a de toute façon une anamnèse, parce qu'on ne peut pas aborder un corps juste comme ça. D'accord. En shiatsu, je ne le fais pas. Après, on pourra parler d'une autre pratique que je développe depuis quelques années. D'accord. Donc, il y a quand même une anamnèse parce qu'il faut savoir sur quoi on met la main. Hein. Il faut pas faire de bêtises. Non, bien sûr. Voilà. Donc, il y a effectivement l'anamnèse, on demande s'il y a des problèmes, on demande s'il y a des zones délicates, juste pour savoir. Et puis ensuite, je vais travailler le ventre, sauf s'il y a un problème, évidemment. D'accord. Évidemment. Alors là, je travaille d'autres choses. Donc, dans 95% des cas, je commence toujours par le ventre. Pourquoi ? Parce que ça me donne une idée de comment fonctionne le corps. Tout passe par là, alors ? Ah, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Oh, oui, tout à fait. Et tout, je ne sais pas, mais beaucoup, beaucoup. Et pour les Japonais, il y a le ventre, c'est la maison. Le retour à la maison, c'est dans le ventre. Hein. D'accord. C'est le cerveau entérique. Ok, oui. Donc, voilà, c'est vraiment un lieu central. Parce que c'est là aussi qu'il y a eu le cordon ombilical, peut-être. Oui, c'est un point très très particulier, le nombril. C'est un point qui fait parfois peur à certaines personnes quand on dit on va travailler votre nombril. C'est touché à vraiment à notre création. Notre racine, oui. Voilà. Tout à fait. Et donc, en même temps, moi, cette palpation du ventre me donne toute une série d'informations sur le fonctionnement du corps de la personne. Et la personne qui reçoit, tout de suite, ça permet de poser les choses et de se déposer. Ah oui. Voilà. Et puis ensuite, en fonction de ce que je trouve, je vais aller plutôt vers les pieds, plutôt vers les mains, plutôt vers la nuque, plutôt vers le dos. Ça va dépendre du pourquoi la personne est là et ce que le corps manifeste. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que parfois, peut-être les personnes viennent parce qu'elles ont mal dans le bas du dos, et en fait, ça se passe ailleurs. Oui. Ah ouais. J'ai eu il y a quelques années un monsieur qui venait pour un gros problème de nuque. Et quand il m'a montré sa nuque, il m'a expliqué le problème qu'il avait, et je ne me suis pas permis de toucher sa nuque parce que c'était trop délicat. Et j'ai juste travaillé le bas de son dos. Donc après 20 minutes, 20-30 minutes, ça l'énervait un peu parce qu'il m'a dit c'est pas là que j'ai mal. Voilà. Quoi. Et je lui ai dit confiance. Et après 45 minutes, il s'est levé et il m'a dit je sais pas ce que vous m'avez fait, mais ça a disparu. Voilà. Et je lui ai dit c'était vos lombaires qui avaient un problème. D'accord. Oui, et le corps, du coup, se met d'une certaine façon pour pallier il s'adapte. Ah oui, voilà. Ah ouais, il compense tout douleur, le temps. Quoi. Ouais, et donc, du coup, c'est une autre partie du corps qui trinque. Oui, mais parfois, on a un symptôme, mais le symptôme n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mon boulot, c'est de trouver la racine. Donc, c'est parfois travailler le symptôme, souvent, diminuer au moins le symptôme, mais de comprendre d'où vient le symptôme, et puis d'aller améliorer ça. C'est un travail d'investigation, c'est comme un enquêteur. Vraiment, oui. Et c'est un massage, comment ça se passe? Est-ce que c'est en profondeur? Est-ce que c'est quelque chose de doux? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus poussé? Comment ça dépend. se passe? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes chez qui je dois être très très doux, et des personnes chez qui je peux y aller plus en profondeur. J'ose pas trop y aller à l'asiatique. Pourquoi? Parce que les pressions japonaises peuvent être très 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 fortes. Ah oui? Oui, très très forte, très profonde. Je le fais pas toujours très profondément, pas sur tout le monde. Il y a des personnes chez qui ça pourrait pas passer parce que ce serait trop douloureux et on s'accrocherait juste à la douleur, on se crisperait dans la douleur et ça vaut pas la peine. Donc ça dépend. Il y a pas deux shiatsu pareils et pour une même personne, deux shiatsu vont être totalement différents. Donc on s'adapte. D'accord. Et pourtant, on dit souvent aussi que si ça fait mal, c'est parce que ça fait du bien. Oui, ça dépend.
Alors encore une fois, je vais être un peu comme le Normand, hein, peut-être bien le oui, peut-être bien le con. Mais ça dépend parce que dans certains cas, la pression forte pourrait faire une sorte d'anesthésie. Et donc, on n'a plus mal, on se dit, tiens, ça va mieux, parce qu'il y a une forme d'anesthésie des tensions. Donc, mon boulot, il est de, effectivement, diminuer les symptômes et parfois anesthésier la douleur, mais autant que possible, aller travailler à la racine pour libérer la personne. Ouais. Et est-ce que c'est uniquement pour des maux du corps? Est-ce que quand l'esprit ne va pas bien, le shiatsu peut aider aussi? Les 2 dernières années, ça a été, cette partie-là a pris plus d'espace dans les rendez-vous que j'ai. Des personnes qui se posent beaucoup de questions. Oui. Donc forcément, ils connaissent mon parcours. Et donc, ils viennent me trouver parce qu'ils se posent eux-mêmes des questions et ils ont envie que quelqu'un d'expérience puisse y répondre. Et donc, ils viennent me trouver en sachant que je suis passé par des interrogations, par des remises en question. Justement, quel genre d'interrogation, quel genre de remise en question? Mais comme je disais tout à l'heure, le décès de ma mère, ça a été qu'est-ce qu'on fout ici? Oui. Et si c'est juste ça, parce que j'ai découvert le corps, si c'est juste ça la mort, j'ai décidé de me mettre un pied au cul pour vivre et pas me laisser arrêter à ce moment. Quand tu dis j'ai découvert le corps. Oui, c'était une intoxication au CO, donc une asphyxie au CO. Et donc c'est ça, c'est te dire qu'il y a plus de vie dans ce corps. Mais oui, qui on le voit. Fait. Ah oui, tout à fait. Oui, mais quand j'ai vu, alors j'essaye de. Excuse-moi de poser cette. Non. Je te pose cette question. Non, c'est intéressant parce que quand on voit quand on voit un cadavre, je vais être plat. Je vais être un peu plat. Oui. Mais quand on voit un cadavre, c'est comme aller au musée de Madame Tussaud. On voit que la personne ressemble à, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la vie et il n'y a pas la vibration de la personne. Mais c'est vraiment ce que j'ai vu. J'ai vu une espèce d'image de ma mère qui n'était pas ma mère, qui était son corps, parce qu'elle ne vibrait plus comme ma mère l'était. Alors c'est clair qu'il y a eu de l'émotion. Hein. Là maintenant, ça fait 19 ans. Donc maintenant, j'ai appris à vivre avec. Ça n'a pas été facile. Non. Mais dans les mois qui ont suivi, ça a été l'envie de ne pas me crisper sur cette expérience et me dire comment je peux positiver l'expérience, parce que là, je ne pourrais pas m'en défaire de cette expérience. Et on arrive à positiver cette expérience? Je pense qu'on arrive à positiver toutes les expériences. Ça s'appelle la résilience. Oui. Et donc, et je pense que c'est une partie de notre obligation de vie, de se dire, tiens, quelque expérience que je vive, comment je peux créer plus de résilience, comment je peux pas la dépasser, mais vivre avec, comment la digérer. Et plutôt que d'en faire une plaie ouverte, en faire une cicatrice qu'on va refermer, qui va être plus ou moins visible, qui va être plus ou moins sensible. Mais la cicatrice, ça fait partie du chemin de vie. Et donc voilà, moi, c'est ça qui a été le déclencheur. Oui. Me dire, si on n'est que ça, je vais me mettre un pied au cul pour accumuler un maximum d'expérience, c'est-à-dire vivre mes rêves. Et c'est ça que donc certaines personnes viennent te trouver parce qu'elles savent tout ce cheminement, tout ce parcours que soit tu as fait. Ça, oui, ou bien alors des personnes qui sont, je reviens un peu dans ma bibliothèque d'expérience, des personnes qui sont émotionnellement un peu secouées, qui viennent parce qu'il y a des émotions, ils sentent que c'est bloqué dans le corps, mais ils ne savent pas comment s'en défaire. Oui. Donc ils ont juste besoin, ou parfois ils croient juste avoir besoin d'un moment de détente, ce que j'apporte, mais en plus du moment de détente, on essaye d'amener un petit plus. Je vais boire un petit coup d'eau. Oui, il n'y a pas de souci. Je te fais parler beaucoup, hein. Non, oui. C'est-à-dire, c'est quoi ce petit plus alors? Ce petit plus, c'est une compréhension de ce qui se passe. Donc, pendant que la personne est en détente, j'essaye de donner des clés de décodage du corps. Dire, tiens, là, la respiration est haute, par exemple. Donc, il y a de l'émotion. Tiens, là, il y a une tension. Comme dans ma gorge pour le moment. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Fabien? Je ne sais pas. C'est arriver à pouvoir comprendre et faire comprendre que la tension, il y a moyen de s'en libérer. Oui, mais c'est un sacré chemin, normalement, qu'on se dit dans sa tête. Ouais, mais ça passe par autre chose que la tête. Ça passe par le ventre.
On revient encore au ventre. Mais oui, oui. Donc c'est vraiment, comme tu le disais, hein, c'est le point de nos racines, le ventre, inévitablement. Et donc, la respiration passe par là, parce qu'on respire très mal. Hein, oui, souvent très très haut. Oui, voilà, on ne prend pas la peine de gonfler notre ventre quand on respire, alors que c'est comme ça normalement, mais on a perdu au fil du temps, hein, parce que j'imagine que c'est comme ça normalement qu'on doit faire. Ça, je suppose qu'on le réapprend aussi en méditation, d'ailleurs, à respirer correctement. Oui. Mais l'un et l'autre ne sont pas séparés en shiatsu et méditation. Bon, la racine, c'est le Japon, pour moi. Pour pratiquer bien le shiatsu, il faut que je médite bien, pour être concentré, pour être totalement présent à ce que je suis en train de faire à la personne. Ça, c'est une chose, ça, c'est pour moi. Et pour la personne qui reçoit le shiatsu, c'est effectivement, dans certains cas, réinduire ou réapprendre à respirer un peu profondément. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire simplement. Oui. C'est pas si simple pour toi, oui. Quand il reçoit le shiatsu, donc c'est quelque chose que tu donnes? Ouais, c'est quelque chose que j'accompagne. Donc je ne donne pas, c'est pas une partie de moi que je donne. Non, bien sûr. Oui, je donne du temps, je donne le moment, je donne les clés de compréhension. Mais c'est un moment de partage. Un moment de partage parce que je donne du bien au corps qui se couche devant moi. Et j'essaye de faire comprendre à la personne ce qui ne va pas. Et donc, ça lui fait du bien dans sa tête. J'espère, oui. Ouais, ça fait avancer. Ouais. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Oui, voilà. Est-ce qu'il faut beaucoup de séances de shiatsu pour arriver à se retrouver, à se reconnecter, à se ressentir? Ça, c'est la grosse question. Oui, inévitable aussi. Ça, on ne peut rien dire. Pour certaines personnes, une seule séance suffirait. C'est comme la méditation, en fait. Dans certains cas, une seule méditation suffit à ouvrir assez l'esprit. Et parfois, il faut toute une vie de méditation. Le shiatsu, c'est pareil. Parfois, un shiatsu suffit pour libérer assez le corps. Et parfois, il faut aller un peu plus loin et parfois accompagner pendant longtemps. Est-ce que tu penses que toi, tu es bien libéré? Non, pas encore. Pas encore. Je continue mon chemin. Pourtant, je sais que ça fait quand même déjà... Ça fait 19 ans que je reçois des shiatsu. Et c'est pas fini, parce que d'abord, je prends plaisir à ça. Oui, c'est la chose, la condition sine qua non aussi. Hein, je serais mal pris de dire que je ne reçois pas de shiatsu alors que je le pratique et je l'enseigne. Oui. Donc, c'est recevoir des shiatsu parce que c'est quand même agréable de se faire masser, de se faire toucher, donc c'est bien. Oui, donc, voilà, j'ai oublié le début de ta question, mais oui, c'est important de recevoir. Oui, voilà. Et ce maître shiatsu, alors, qui était là, chez qui tu es allé pendant 11 ans, alors, quand il a passé finalement une espèce de clé, il a passé le bâton de relais? Alors, je parlerai je sais pas si l'image est belle. Hein, oui, mais je ne parlerai pas bâton relais comme ça. Je pense qu'il m'a... il m'a sacrément ancré et sacrément centré. Et il m'a donné des codes vraiment comme un maître à son disciple, sans qu'il y ait de connotation de secte ni rien, mais c'est vraiment des codes d'un maître à son disciple, parce que souvent il ne parlait pas. Donc il m'a secoué, il m'a poussé dans mes limites. Et oui, très fort. Et en même temps, ça a été un apprentissage incroyable parce qu'il m'a forcé à me recentrer, à me demander régulièrement ce que je voulais. Et me dire, est-ce que le shiatsu, ça fait partie de moi? Et la réponse, elle était tout le temps oui. Et donc, à un moment donné, je ne vais pas dire qu'il a passé le relais parce que lui continue. Il a continué son école. Mais en tout cas, il m'a permis, il m'a donné de sacrées ailes. Je vais prendre cette image. Oui, ça oui, des sacrées ailes, parce qu'effectivement, tu as pris un envol comme tu le souhaitais finalement, même si c'était pas gagné d'avance, et si c'était pas voulu, effectivement. Alors tu disais il y a quelques instants, on en parlera après, parce que tu as autre chose que tu mets en pratique. Il y a quelques années, j'ai été invité à un stage de quelqu'un qui s'appelle Kyoko Kishi, qui est la veuve d'Akinobu Kishi, qui était un praticien de shiatsu et qui a développé, lui, une technique qui s'appelle Seiki, qui est une technique de toucher léger, toucher énergétique. Si je le rapproche de l'ostéo, ce serait toucher des fascias. Ah oui. Et donc, je l'apprends depuis, ça fait quoi, 4 ans
Tu es parti pour 11 ans aussi ouais, peut-être plus, je ne sais pas. Le temps qu'il faut, en tout cas. C'est une vie, de toute façon, c'est une vie de recherche. Oui. Et donc, j'ai rencontré Kyoko Kishi. C'était une sacrée révélation parce que c'est super complémentaire à la pratique du shiatsu. Son mari, lui, venait du shiatsu, donc il y a des codes qui se recoupent. Et ouais, voilà, c'est une espèce de toucher très léger, pouvoir sentir le corps, aller mettre le doigt ou la main juste là où le corps en a besoin et laisser faire le corps, parce que le corps est plus intelligent que notre intelligence. Et ça, c'est clair. Ouais. Lui, il parle sans que le mental prenne le dessus, quoi. C'est voilà. ça, surtout. Donc, c'est une pratique très intuitive qu'on appelle Seiki, que je pratique depuis je pratique depuis 2016. Et en 2018, la personne qui est responsable du Seiki en Belgique, qui est Franz Koppers, qui pratique le shiatsu depuis 1972. Ah oui. Ouais, il a un peu d'expérience. Il m'a proposé, il m'a demandé d'animer des ateliers de Seiki. Donc il savait que je pratiquais dans un certain cadre, et maintenant je pratique et j'anime des ateliers de Seiki, un atelier d'initiation. D'accord. Quand tu dis lui depuis 1972, nous on n'en entend pas parler finalement depuis si longtemps que ça, du shiatsu ou autre médecine alternative ou parallèle, je dirais. Comment ça se fait Est-ce que c'est un effet de mode aussi? Oui, l'effet de mode, je pense. Mais l'effet de mode pour le shiatsu, il a été là il y a 10-15 ans. Oui, c'est plus vieux que ce qu'on peut voir maintenant. Voilà, il y a 10-15 ans, on apprenait le shiatsu en 3 week-ends. Donc moi, je l'ai appris en 3 ans en plus. Ah oui. Il y a des personnes, quand j'ai commencé à bosser, qui avaient appris le shiatsu en 3, 4, 5 week-ends. C'est possible? C'était. Ça l'est moins. Ça l'est plus maintenant, parce que les écoles qui restent en Belgique, en Belgique et en Europe, c'est au moins 3 ans. C'est 3 à 4 ans. Oui, mais justement, en 3-4 ans, mais la personne qui dit qu'elle apprend ça en 3 week-ends, alors, c'est plus le cas maintenant. Mais non, d'accord, mais ces personnes-là connaissaient autant que toi après 3 ans? Non, bien sûr que non, parce qu'il n'y avait pas l'expérience. C'est ça, oui. Il n'y avait pas l'expérience, mais c'est le piège de certaines pratiques du massage. C'était au moment où le massage était en train d'arriver. D'accord. Et voilà, donc comment ça se fait qu'on ne connaît pas plus? Parce qu'il faut le temps que les esprits s'ouvrent, je pense. Oui. Et que certaines pratiques montrent leur lettre de noblesse. Donc moi, ça fait 15 ans que je pratique le shiatsu. C'est reconnu? Le shiatsu est reconnu? Alors, qu'est-ce qu'on appelle reconnu? Si ce n'est pas les pouvoirs publics, non. Pas du tout. C'est ça que je voulais savoir. Mais en même temps, c'est une question que je me suis largement posée. Trouver une reconnaissance pour un éventuel remboursement mutuel. Et j'ai arrêté parce qu'aller négocier avec les pouvoirs publics, ça ne sert à rien. Par contre, la meilleure reconnaissance que j'ai, c'est les personnes qui viennent à mon cabinet et qui me conseillent chez d'autres personnes. Oui. Et donc ça, c'est la plus belle reconnaissance que je puisse avoir. Et maintenant, ça fait 15 ans que je travaille, et ça fait 6 ans que c'est mon boulot à temps plein. Ça, c'est évidemment bonheur, parce que comme tu le disais, c'est quand même quelque chose qui fait partie de toi. C'est un plaisir pour toi aussi, donc de pratiquer. C'est une passion. C'est une passion, oui. C'est même plus qu'un plaisir, c'est une passion. Et pourtant, tu viens du bouddhisme, donc une autre philosophie de vie par rapport à la philosophie japonaise. Oui, mais le Japon est teinté de bouddhisme aussi. Oui. Donc au Japon, il y a le Shinto et le bouddhisme. Le bouddhisme est quand même très très fort présent. Donc il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de différence. Les valeurs sont là. Oui, les valeurs sont là. Les valeurs, ils sont très dans les valeurs justement, les Japonais, effectivement, plus que nous on pourrait l'être. Ouais, la première valeur, c'est le respect. Ça nous manque un peu ici. Ah, complètement, même. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tu n'as jamais dévié, je dirais, et où tu es allé apprendre d'autres techniques, d'autres choses, ou tu es toujours resté méditation, shiatsu? Mais le Seiki. Voilà, Seiki. Alors, déjà, si je reviens à méditation, il n'y a pas une méditation, il y a plein de méditations. Donc moi, j'adore l'Asie, j'ai beaucoup voyagé là-bas en Asie, et j'adore la culture et la nourriture asiatique. Donc, il y a moyen de bien découvrir. Et comme je disais tout à l'heure, les pratiques tibétaines ne sont pas les pratiques indiennes, ce ne sont pas les pratiques chinoises ou japonaises. Il y a vraiment des codes culturels qui sont différents. Et puis, en plus, chez nous, on a aussi des méditations stoïciennes, les méditations grecques,
c'était aussi Aristote méditait avec la réflexion. Donc quand on parle de méditation ou méditer sur un sujet, dans notre culture, ça veut dire réfléchir à un sujet. Oui. Et rien n'est clivé, rien n'est clivant dans la ou les méditations. Et donc ça, c'est important. Déjà, ça, c'est un univers. Oui, il y a moyen de passer du temps. Pour le shiatsu, c'est un peu pareil. Il y a plein d'écoles différentes, il y a des mouvements. Et puis, la racine du shiatsu, c'est le corps. Donc, il y a toujours moyen de découvrir. On découvre le corps d'un point de vue biomécanique, comment fonctionne le corps mécaniquement. Et puis, il y a le côté psychologique. Et puis, on essaye de lier le psychologique au mécanique. Et puis, on va un peu plus loin. Il y a le fonctionnement organique et puis énergétique. C'est beaucoup de choses, finalement. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, moi, j'ai jamais eu envie d'aller grappiller à gauche, à droite, parce que j'avais envie d'aller en profondeur. D'accord. Voilà, et je préférais m'arrêter shiatsu, méditation, et puis maintenant Seiki, parce que le Seiki, c'est la même racine que le shiatsu, parce que je préfère aller en profondeur que de rester en surface et avoir 20 000 techniques différentes. Tout à fait. Et puis c'est celle qui te passionne depuis si longtemps. C'est clair. Hein. Donc pourquoi effectivement aller voir ailleurs? Toi, tu es quelqu'un, tu es très sportif, effectivement. Hein, tu adores voyager. Tu te sens privilégié, je dirais, ou pas, de pouvoir faire, parce que voilà, faire du sport, des voyages, pratiquer le shiatsu, ce sont des choses que peut-être beaucoup de monde aura envie de faire et qu'ils n'ont pas cette possibilité. Maintenant, je sais, tu vas me dire, on se freine. Alors, je comprends ta question et je vais y répondre à deux niveaux. J'ai parfois du mal à étaler exactement la bonne question, mais tu comprends, c'est le principal. Oui. Alors, c'est clair que je suis privilégié dans le sens où je suis en bonne santé. Je n'ai pas de prothèse, j'ai pas de problème de santé. Ça, c'est effectivement, on pourrait dire, je suis privilégié. Je suis privilégié d'avoir pu voyager, etc. D'un autre côté, je vais dire totalement l'inverse. On se privilégie soi-même aussi. On se donne ce qu'on a envie de se donner. Donc, on me répétait souvent, ma grand-mère me disait, choisir, c'est renoncer. Oui. C'est une phrase que je répète souvent à mes enfants. Mais c'est ça, c'est choisir, c'est renoncer. Donc, être privilégié, c'est quoi? J'ai choisi de ne pas vivre au-dessus de mes moyens, de ne pas avoir une grosse maison, de ne pas rentrer dans du bling-bling, de ne pas aller au resto toutes les semaines. Et c'est clair que l'argent qui n'est pas dépensé dans tout ça, je le récupère pour autre chose que j'ai envie de faire. Ouais. Donc, oui, je suis privilégié et en même temps, je me donne les moyens des privilèges que j'ai envie de me donner. Et je pense qu'on est tous capables de faire ça. Oui. C'est une forme de philosophie de vie. Ouais, mais on a tous notre philosophie de vie. Ouais. Comment l'incarner, c'est ça? Comment l'incarner, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement, parce que ça, c'est vrai que tout le monde se pose un peu la question. On envie parfois, ce qui est très moche, parce que l'envie, c'est quelque chose, c'est un sentiment vraiment, je trouve pas très sain, mais on envie les autres, mais parce que eux ont peut-être osé franchir ce pas qu'on n'ose pas faire. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut se rendre compte que la vie, c'est pas rester bloqué dans sa petite zone de confort. Oui, mais c'est bien d'envier les autres. Tant qu'on ne s'aigrit pas. Envier les autres, ça veut dire que si on reconnaît les envies, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en nous qui n'est pas nourri ou qui demande qu'à être nourri. Donc, à partir du moment, les autres, ce sont juste des effets miroirs. À partir du moment où on voit à travers quelqu'un l'envie ou ce qu'on n'a pas soi, plutôt que de rester dans l'aigreur, c'est se poser la question, comment moi je peux aller vers ça. Donc là, l'envie, elle est positive. Encore une fois, c'est voir le coup de pied au cul, le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est le coup de pied au cul, exactement. Ouais. Et quand on se décide, qu'on se lance, et puis que patatras, tout s'écroule, on fait quoi alors? On apprend de ses erreurs. Oui, on continue. On en parlait tout à l'heure. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est pas le bon chemin aussi, tu penses? C'est peut-être parce que c'est pas le bon chemin. Donc on est dans une société où un échec n'est pas valorisé. Et ça, depuis tout petit. Depuis tout petit, on nous apprend un échec à l'école, c'est sanctionnant. Oui. Et pourtant, un échec à l'école, ça devrait être valorisé. Ça devrait être valorisant. Et ça nous a bien... on est bien marqué de ça. L'échec n'est pas permis.
Il y a d'autres cultures où l'échec est valorisé. Donc, moi, j'apprends toujours à valoriser les échecs et à me dire, tiens, je suis allé dans cette voie-là, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'autre chose? Si ça vient de moi, j'essaie de me corriger. Si ça vient d'autre chose, j'essaie de comprendre et de réorienter le chemin. C'est parce que tu as fait un sacré travail. Tu penses que tu arrives à pouvoir réfléchir de la sorte? Est-ce que monsieur ou madame tout le monde qui n'a jamais pratiqué de méditation, qui ne connaît pas qui n'ont pas lu finalement tous ces livres que tu as pu lire et qui t'ont appris énormément, est-ce qu'on peut relativiser comme ça? Tout le monde peut le faire? Oui, je pense. Mais je suis pas un surhomme. Hein. Non, non, bien sûr. Mais je veux dire, tu t'es donné les moyens de connaître et de savoir tout ça. Bah, j'ai eu la chance d'avoir effectivement une bibliothèque ouverte. Mais de t'y être intéressé aussi. Hein, oui, voilà, mais la vie amène tout ce qu'il faut à tout le monde. Donc tout le monde peut s'intéresser à des bouquins. Il suffit de passer la porte d'une bonne librairie, et pas être sur les librairies en ligne, mais il suffit d'aller demander conseil à son libraire en disant, tiens, je me pose des questions sur tel et tel sujet. Quel serait le livre que vous conseilleriez? Donc ça peut être par là, ça peut être s'inscrire à un cours de danse parce qu'on a toujours rêvé danser, on n'a jamais osé. Ouais. Apprendre à nager pour des personnes qui ne savent pas nager. Donc voilà, c'est commencer à se mettre en chemin. Et est-ce que tu penses qu'on tombe justement sur le bouquin qu'il faut au bon moment, qu'on rencontre la personne qu'il faut au bon moment, que les choses se présentent à nous au bon moment ou pas? J'ai envie de dire oui et non, encore une fois. Oui, mais encore, il faut être ouvert. Et non, parce qu'il n'y a pas de... c'est pas aussi magique. C'est pas comme au cinéma, hein, où tout se passe et puis c'est pas MacGyver qui ouvre sa poche et puis hop, il a un coffre à outils au fond de sa poche. Non, c'est donner la possibilité. Il faut avancer, effectivement. Il ne faut pas rester chez soi en attendant que ça se passe ou rester au fond de sa grotte en attendant que les choses arrivent. Il faut se mettre en chemin. Et quand on se met en chemin et qu'on fait un effort... C'est surtout ça, hein. C'est faire l'effort, je pense, qui est difficile, hein, finalement. Sortir de sa zone de confort. Ouais, encore une fois, oui, c'est vrai qu'on y revient toujours à cette fameuse zone de confort. Fabien, parce que tu vois, il y a 48 ans quand même, tu vois que ça passe. Hein. Tu me disais, oui, non, on peut faire des pauses musicales, blablabla. Hein, tu crois qu'on a eu le temps d'en faire des pauses musicales, nous? Non, hein? Non. Alors moi, j'aimerais bien, quand même, avant qu'on se quitte, que tu nous dises un petit peu ce que tu proposes comme cours, comme formation, comment ça se passe. Qu'est-ce que tu enseignes, quand, où, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Alors, d'abord, shiatsu, je donne en séance individuelle à Oui. Donc, oui. J'ai mon bureau, j'ai mon cabinet là-bas, en séance individuelle. Les ateliers de méditation se font également là. Alors, je vais essayer d'être un peu... organisé dans ce que je vais dire. Pour un soin shiatsu, c'est en individuel. Donc ça, c'est facile, il n'y a qu'à prendre rendez-vous. On donnera toutes les infos pratiques, comme on dit. Ouais. Méditation, pour les personnes qui ont envie d'apprendre la méditation, il suffit de me contacter. Ça se fait les jeudis soirs de 20h à 21h15 Oui. Et pour les personnes qui n'en ont jamais fait, on se voit un petit peu avant. Comme ça, on fait une micro-initiation avant et c'est gai d'avoir des nouvelles dynamiques. J'ai des personnes qui commencent, j'ai des personnes qui en font depuis plusieurs années. Et c'est important de garder cette dynamique ensemble, en chemin. Donc ça, c'est à mon bureau. Donc shiatsu, seiki, méditation, ça se fait là. Je donne des ateliers aussi. Samedi prochain, je donne une initiation en seiki. Donc ça, il faut aller sur mon agenda pour avoir les infos. Je donne cours de shiatsu à Bruxelles, à l'école européenne de massage. Là, c'est une formation certifiante en 4 ans. D'accord. Là, on sort des thérapeutes en shiatsu. Donc c'est une formation un peu longue, mais vachement sérieuse. Oui, parce qu'il y a de l'anatomie, il y a de la déontologie, il y a de l'éthique. Oui, parce que tout ça fait partie du jeu, évidemment. Hein, oui, c'est clair. Si on veut devenir praticien, il faut effectivement passer par ça aussi. Oui, tout à fait. C'est important, on ne peut pas se lancer dans l'aventure comme ça sans connaître un petit peu... pour toucher un corps, il faut savoir ce qu'on fait. Oui, d'une part, et puis comme tu dis, les déontologies, etc. Voilà, savoir ce qu'on peut faire, pas faire, dire, pas dire. Oui, aussi, c'est surtout ça. Et donc voilà, dans la formation professionnalisante qu'on donne, ça se fait à Bruxelles pour le moment.
à l'École européenne de massage. Ça, il suffit d'aller voir le site École européenne de massage. Il y a les infos. Moi, mon site, bientôt, parce qu'il y a jusque-là, c'était jesuizen.be, mais il y a un site qui est en toute préparation qui va s'appeler fabianbastianelli.com. Au moins, on sait que c'est toi. Voilà, exactement. C'est pour ça, parce que je pense que le chemin que j'ai fait et les expériences que j'ai pu faire, il est temps que je les partage. Oui. Et donc, on m'a demandé d'être un peu plus identifiable. Tout à fait. Donc, bientôt, ce sera lancé. Sur Facebook. Aussi. On peut me contacter sur Facebook et il y a les infos. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont écouté cette interview, déjà, c'est clair, mais quel serait le petit plus que tu auras envie d'apporter à tout ce qu'on vient de dire? Parce que je pense qu'il y a de toute façon toujours plein de choses à dire. Il y a encore plein de choses à dire. Mais déjà de reconnaître sa zone de confort et sa zone d'inconfort. Et de se rendre compte que si on reste tout le temps dans sa zone de confort, elle va petit à petit devenir toute petite. Ça se rétrécit. Ça se rétrécit, ça se nécrose. C'est comme un muscle qui n'est pas travaillé. Et donc, il faut aller régulièrement dans sa zone d'inconfort. Et on est dans une société où les médias nous font peur. Donc, l'avion, c'est dangereux, la voiture, c'est dangereux. C'est ça, oui. Bruxelles, c'est dangereux. On dit tellement de choses. Mais c'est pas vrai, parce que les humains, ils sont gentils. Et en voyageant régulièrement, j'ai pu aller en Asie, mais j'ai pu aller aussi pas mal en Afrique. Et... voilà, je suis peut-être un naïf, mais j'ai jamais eu aucun problème. Et pourtant, j'ai traîné dans de drôles de quartiers. Tu crois qu'il faut garder cette âme d'enfant, justement? Il faut être naïf pour pouvoir affronter ce monde. Enfin, affronter, vivre en tout cas, le vivre. Naïf dans le sens... T'as envie de voir encore les belles choses. Ouais, exactement. De garder le côté positif. Donc oui, il faut garder ça. Donc quand on sort de sa zone de confort, on va un petit peu vers l'inconfort, c'est avoir l'impression de se mettre en danger, c'est clair. Mais quand on l'a fait, on se dit waouh, j'ai réussi et j'ai dépassé quelque chose, Et faire ça régulièrement. Et quand on le fait régulièrement, il y a des choses qui se passent. Et puis alors, reconnaissez vos rêves. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent où on prend conscience des choses? C'est un cheminement. C'est clair que c'est un cheminement. Mais quand je dis il y a des choses qui se passent, c'est qu'il y a des opportunités qui arrivent où on prend conscience de ce qui habite tout au fond de nous, de nos rêves. Et puis on se dit, tiens, je ferais bien ça, je ne vais pas laisser ça dans un tiroir. Il ne faut pas que ça soit un regret quand je serai trop vieux pour ne plus pouvoir le faire. Voilà, c'est reconnaître ça. Tu as encore des rêves, forcément, j'imagine que oui. Oui, tout à fait. Il y en a un que tu auras envie d'aller toucher? Il y en a un qui est en préparation. Voilà, je vais passer tout le mois de septembre au Japon. Je suis invité au Japon, invité. Donc c'est une position particulière. Je voulais aller au Japon en étant invité, pas en étant juste touriste. Et j'ai eu l'invitation l'année dernière. Donc je vais passer tout le mois de septembre au Japon, tout le mois. dans des temples shinto, où on va, le seiki dont je parlais est issu du shinto, et donc on va pratiquer. Il y aura des enseignements shinto qui vont se faire à ce moment-là. D'accord. Donc c'était un rêve, et puis le rêve se présente. Et j'ai la chance de pouvoir dire oui. En même temps, le rêve se présente, mais depuis tellement d'années, tu œuvres, en tout cas tu apprends. Tu apprends depuis tellement d'années que il fallait à un moment donné qu'il y ait une petite cerise sur le gâteau. Ouais, des cerises, il y en a tout le temps. Hein. Il ne faut pas forcément des grosses cerises. Là, cette année, c'est une grosse celle-là. C'est une grosse cerise, c'est une très très grosse cerise. C'est la crème fraîche et tout qui va avec. Exactement. Mais des cerises sur le gâteau, ça dépend ce qu'on veut. Quels sont ses rêves? Quels sont nos rêves? Il y a des tout petits, puis il y a des grands, c'est ça que tu veux dire en fait. Oui. Il y a 2 ans, un rêve, c'était d'apprendre à plonger. Et près de chez moi, il y avait un club, et j'ai appris à plonger dans une piscine, et puis dans des lacs ici en Belgique. Et c'est pas des gros trucs, c'est pas très onéreux, et c'est totalement abordable. Donc ça dépend un peu ce qu'on cherche, ça dépend ce qu'on veut. Il n'y a pas d'inaccessible rêve? Non, je pense pas. Mais ça se construit. Voilà. Et il faut pas il faut rêver grand. Et en même temps, il faut pouvoir se donner les moyens d'arriver à ce qu'on veut. Et parfois, il faut du temps. Et c'est ce qui est important, c'est de se mettre en chemin. Oui. Le monde ne s'est pas fait en un jour, comme on dit toujours. Exactement. Non plus. Et puis, je pense que c'est le chien qui fait du bruit, c'est pas moi. Je pense que même quand on arrive à la dernière minute de notre vie, on aura encore eu envie de faire plein de choses. J'espère me retrouver à un moment donné très vieux et me dire « Oh, j'aurais encore bien fait ça ».
mais d'être satisfait aussi de oui, tout de ce que j'ai tu as fait de ton parcours. Voilà, exactement. En regardant derrière toi, te dire moi j'ai fait vraiment des choses. Voilà, moi c'est ce que je cherche, c'est arriver vieux sans regret, sans aigreur, et me dire je suis serein avec tout ce que j'ai fait et détendu. Et c'est ce que tu inculques aussi à tes enfants, j'imagine. Oui, et puis c'est ce que j'inculque, j'essaye d'insuffler ça à tout le monde. À tout le monde, oui. Comme c'est une passion, les personnes qui viennent me trouver, j'essaye de les décloisonner, de créer des ponts par rapport à eux-mêmes parfois, parce qu'on se met des freins. Ah oui, et donc c'est comment on décloisonne et comment on crée des ponts vers ce qu'on est profondément, là tout au fond de son ventre. Oui, et c'est vrai qu'une fois qu'on est un petit peu reconnecté, recentré, on peut alors vraiment aller sans crainte vers les autres aussi. Oui, exactement. Parce que on lève les barrières. Le chemin est plus compliqué, évidemment. Oui, parfois. Ouais, parfois, souvent peut-être. Fabien, voilà, on arrive vraiment cette fois au bout. Alors, on rappelle un petit peu où on peut te retrouver. Donc, ton site internet dans l'absolu, c'est je suis zen.be ou fabianbastianelli.com. Sur Facebook, même chose, il y a Je suis zen, il y a mon nom, donc on trouve, voilà, on tape ça, on va tomber dessus. Si on tape mon nom sur Facebook, on tombe forcément sur un site ou l'autre. Oui, tout à fait. Donc au mois de septembre, c'est le Japon. D'autres choses en vue pour toi bientôt, ou d'autres... Enfin, tu vas me dire, c'est déjà pas mal, hein. C'est vraiment une belle aventure. Les stages que tu donnes, donc ça aussi on retrouve sur ton site internet. Oui, formations exactement. Et autres. Oui. Les formations que je donne à Bruxelles ne sont pas sur mon site internet. Là, elles sont sur le site de l'École européenne de massage. D'accord. Il suffit de chercher, on tombe sur le site de l'école. Et puis en général, oui, on tombe sur les infos qu'il faut. D'accord. Fabien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager finalement ce rêve que tu as réalisé et qui est loin d'être encore terminé, puisque tu continues à sortir. Et tu continues à sortir de ta fameuse zone de confort. Tu en es bien sorti. Hein. Et c'est vrai que le parcours n'a peut-être pas été vraiment toujours facile, mais voilà. Tu es un exemple, voilà, de quelque chose. On peut le faire. On peut tout faire. On peut le faire. On peut y arriver. Il faut être connecté à soi et avoir envie. D'accord. Ne pas lâcher le morceau.